Salut, salut! Alors, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Véronique Morinière, qui est l'auteure d'un roman, qui est Parfois l'ange se tait, qui est aussi blogueuse, conférencière. Alors, son blog, c'est Maman très spirituelle. D'ailleurs, j'ai un peu de mal à l'appeler Véronique, j'ai envie de l'appeler Maman très spirituelle. Mais donc, c'est une maman très spirituelle, c'est une maman touchante. Elle a fait aussi une conférence TEDx que j'ai pu voir. Alors, je ne sais pas dans quel ordre mettre tout ça. Elle nous dira dans quel ordre mettre toutes les cordes qu'elle a à son arc. Mais en tout cas, moi, je l'ai rencontrée il y a quelques mois sur le web. D'abord en découvrant sa conférence, alors je ne sais pas si c'est une conférence ou un sketch, c'est un petit mélange, sur son outil incroyable. Alors, je vous mettrai le lien parce que moi, j'ai rigolé. Mais j'ai cru me voir en fait. Je me suis dit, mais c'est une blague ou c'est vraiment, on est en train de me faire un truc, un sketch d'autodérision de moi-même. Enfin, j'ai vraiment adoré. Et puis depuis ça, je suis ses vidéos, je suis son blog. Alors, c'est beaucoup d'humour. Mais derrière tout ça, il y a toujours, d'après moi, c'est toujours des interventions authentiques, profondes et engagées, souvent bien perchées. Mais voilà, j'aime beaucoup. Donc, je suis très contente qu'elle soit là avec nous. Salut Véronique. Salut, bonjour, merci, merci de l'invitation. Ouais, merci à toi. Est-ce que tu peux, alors ça c'était mes mots à moi, mais est-ce que tu peux te présenter? Déjà merci pour cette introduction. Oui, donc je m'appelle Véronique, j'ai 34 ans, je rentre un peu dans l'état civil et j'ai 2 garçons qui ont, 7 ans et 4 ans et demi. Et à la naissance de mon premier enfant, j'ai arrêté de travailler. Avant, j'avais une carrière un peu, enfin, j'ai fait des études scientifiques et j'ai arrêté de travailler, sans planifier ou quoi que ce soit vraiment, mais enfin, pour moi, c'était pas vraiment possible de retourner dans le salariat. Et hem et donc depuis, j'ai en parallèle du maternage de mes 2 garçons, je me suis lancée dans des projets d'écriture, selon ce que j'avais envie, en fait. Donc ça a commencé par mon roman, comme tu as dit. Dans la foulée, j'ai sorti, mon blog, Maman très spirituelle, dans l'idée de donner des faux conseils un peu en contre-pied à toutes les injonctions qu'on peut avoir, y compris dans le domaine du maternage, de la bienveillance et de la spiritualité. Et voilà, au début, c'était juste un blog avec des articles et puis je sais pas, je me suis mis à faire des vidéos comme ça, enfin, encore une fois sans idée, préconçue vraiment. Et j'ai commencé à faire de la scène et puis voilà, ça prend, la forme, de maman très spirituelle, qui est un peu un personnage un peu fourre-tout, c'est pas vraiment moi, mais c'est quand même beaucoup moi, enfin voilà. Mmh. Et je vis à Londres et depuis 6 ans. Super. Bah, du coup, aujourd'hui, tu as accepté que je te pose quelques questions, notamment pour parler un peu de ton rôle de maman d'enfant atypique et puis de ton approche de la parentalité consciente et positive, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui résonnent dans tes partages là-dessus. Et puis voilà, de ton rôle de maman d'enfant atypique. Donc, si tu veux bien nous dire comment tu as découvert que ton fils était atypique, comment toute cette histoire a commencé. Alors mon fils aîné, a toujours été très intense, on va dire, mais très, 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 très actif, pour le coup, très hypotonique. Il a marché très tôt, il a fait tout très tôt, mais tout de manière très intense. Et comme c'était mon premier enfant, il y a tout un tas de décalages que j'ai pas forcément perçus. Je trouvais ça très dur. Je me disais: «Bah», c'est aussi pour ça que j'ai commencé le blog Maman très spirituelle, parce qu'il me semblait qu'on n'expliquait pas à quel point c'était très dur, d'être parent. Alors c'est très dur pour tous, les parents. Puis après maintenant avec le recul, je vois aussi certaines choses qui étaient peut-être particulières, à mon fils aîné. Hem mais bon voilà, jusqu'à ses 3 ans, il était intense, mais il était comme ça. Enfin, je me disais: «C'est un enfant qui a beaucoup de volonté», et puis voilà. Et c'est quand il a commencé la collectivité, parce que du coup, il est resté avec moi assez longtemps. Il a commencé, la collectivité à 3 ans et demi, et c'est là où, ben, ce dont là où je m'adaptais à sa personnalité, ça n'a plus fonctionné parce qu'il était, il s'adaptait pas à la collectivité et c'était des comportements qu'on me rapportait, qu'à la fois je comprenais, enfin mettre tout par terre dans la classe, être vraiment dans son monde, renfermé. J'ai mis ça au début sur le compte, d'une difficulté, d'une incompréhension du langage en fait, parce que du coup nous à la maison on parle français, à l'extérieur c'était anglais. On m'avait dit: «Bah, il va comprendre», mais voilà, c'était pas simple. Et en fait, c'est vraiment l'école qui, m'a alertée sur,
peut-être des troubles. Alors, avec le recul, je pense qu'on m'a parlé d'autisme assez rapidement. Moi, j'ai pas du tout entendu. Mmh. Heu, à ses 4 ans, la maîtresse m'a invitée à commencer une démarche de diagnostic, d'aller chercher s'il pourrait y avoir des troubles et tout. J'étais bien d'accord parce que je voyais bien que c'était très compliqué et surtout à l'école. Et après, la pédiatre spécialisée m'a parlé d'autisme, enfin, mais moi, j'ai pas entendu. Je me disais: «Il se trompait, peut-être c'est l'hyperactivité, peut-être c'est ceci, cela». Et c'est vraiment en commençant à lire sur, le syndrome d'Asperger, qui est une forme, d'autisme. J'utilise plus ce terme Asperger maintenant parce que je préfère parler de troubles du spectre autistique en général, parce que c'est pas juste en fait de de parler d'autisme, d'un certain type d'autisme et de l'autre. Enfin, le spectre est trop complexe en fait, je trouve. Puis c'est, le consensus, actuel en fait. Mmh. Mais en lisant en fait sur le syndrome d'Asperger où j'ai tout de suite compris en fait que c'était ça. Heu, mais ça m'a quand même bien mis 2 ans en fait, le temps qu'on m'en parle la première fois et le temps de sortir. Ça m'a mis 1 an pour sortir du déni et 1 an, pour que le diagnostic, soit établi et que j'ai plus du tout de doute en fait. Mmh. Mais, et ça se hem, c'est après maintenant, ça a été facile aussi parce que comme il a grandi, il a commencé à avoir des comportements très, très, typiques, enfin, par exemple des intérêts restreints très 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 typiques comme les plans de métro. Enfin, il dessinait des plans de métro pendant des mois. Enfin, ou des intérêts vraiment, vraiment très, très spécifiques sur un chiffre. Il est passionné par un chiffre pendant des mois et puis après enfin, ce qui est typique de l'autisme, en fait, pour ceux qui connaissent pas, l'autisme, c'est un trouble, des interactions sociales et de la communication et des intérêts restreints, des stéréotypies. Donc c'est très, ça on peut englober beaucoup de choses, mais on retrouve ces 2 choses-là et voilà. OK. Comment tu as vécu cette période-là, toi, en tant que maman? Cette période, voilà, tu nous dis qu'il y a eu, bah, le début où, voilà, il renversait des choses par terre, il avait des émotions très intenses et puis ensuite, il y a eu cette période de déni ou où on t'a alerté. Comment tu as vécu toute cette période-là avant que le diagnostic soit posé? Pas particulièrement bien. Mmh. Je pense et puis c'est aussi, ce qui a été aussi ce qui s'est ajouté à la complexité de la situation, c'est que j'avais moi un bébé à l'époque puisque mon deuxième enfant, qui n'est pas autiste, mon deuxième fils est né, enfin ils ont 2 ans et demi d'écart. Mmh. Donc j'avais un bébé à gérer, le grand qui commençait la collectivité où ça se passait pas bien, beaucoup d'agressions, beaucoup d'agressivité, beaucoup de comportements, très, très problématiques, de mise en danger, enfin et honnêtement, moi, de cette période, les souvenirs que j'en ai, c'est vraiment, c'est beaucoup de de survie, on va dire. Hem, Parce que j'avais pas les outils, en fait, et puis moi, j'étais pas confiante, en fait, j'avais pas confiance en moi, dans mon rôle, particulièrement, enfin, Ouais. enfin, la confiance en soi, ça se construit donc je ou alors au début où l'école m'alertait sur des problèmes, je me dis: «Bah, le problème, c'est l'école» parce qu'en plus, à la base, moi, dans tous mes idéaux, je voulais faire du unschooling, je voulais faire tout, parfait, le martonnage parfait et tout et j'y arrivais tellement pas qu'en fait, mon mari m'a dit: «Non, ça c'est pas possible, ça se passe pas bien là», donc il est allé en collectivité mais ça passait encore moins bien donc je me dis: «Bah, c'est l'école, voilà, c'est l'école le problème», enfin, alors que c'était pas l'école Mmh. le problème, enfin, hem, je en fait, c'est à la fois, une période où j'ai fait pas mal de burn-out où émotionnellement je me suis effondrée plusieurs fois, hem, mais à la fois toute une période où j'ai vachement grandi puis où j'ai appris en fait, hein. J'ai juste c'est parce qu'il me manquait des clés tout simplement de le comprendre et j'étais tellement, je lisais tellement de choses sur, la bienveillance, et il y a un peu cette idée que, bah, enfin, quand on est au courant des neurosciences, tout ça, de l'importance de la bienveillance, de pas de violence éducative ordinaire, et cetera, on a je trouve, enfin, j'avais cette idée, peut-être que c'est juste, c'était mon interprétation en tout cas, que ça devait avoir des résultats et avec pour résultat des enfants, du coup, bah, faciles, enfin, heureux, qui pas des enfants qui tapent et qui mettent tout par terre. Mmh. En fait, donc je suis tombée un peu dans un cercle vicieux de culpabilité à me dire: «Bah, j'ai dû faire un truc de travers parce que ça marche pas du tout cette histoire» et avoir avec beaucoup de difficultés à m'en sortir et c'est vraiment le diagnostic a tout changé, en fait. Parce que, Ouais, ça a tout d'un coup, été le déclic? Raconte-nous un peu. bah, parce que
tout d'un coup, je me suis mise à lire sur l'autisme et j'ai vu plein de choses que je voyais pas. Comme ah mais en fait ça fait partie de ce trouble neurodéveloppemental qui fait que oui, bah là c'est compliqué. C'est pas moi qui m'en sors pas bien, c'est qu'au niveau de la communication, il va falloir faire un peu plus d'efforts pour que lui, il comprenne en fait. Enfin, il y a déjà j'ai moins culpabilisé, j'ai toujours un peu culpabilisé, mais parce que tout d'un coup j'avais les outils. Enfin, tout d'un coup je pouvais le comprendre en fait. Le truc c'est que je le comprenais pas avant. Et c'est Ouais. ça la difficulté, c'est quand on a un enfant qu'on comprend pas, mais honnêtement, depuis qu'il est tout bébé, j'ai vu la différence avec mon deuxième où tout de suite, sans parler, il y a des trucs hyper fluides entre nous. Enfin, c'est juste on se comprend, on se regarde, on se comprend, il y a des trucs. Avec le premier, c'était plus compliqué. Je dis pas que je le comprends pas parce que enfin, c'est mon enfant, je pense que c'est moi qui le comprends le mieux, mais c'était, c'était tellement pas fluide, certains trucs, que, voilà, comprendre, mettre un mot, mettre le mot trouble du spectre autistique dessus, et comprendre les spécificités neurologiques associées à ça, ça m'a énormément aidé parce que déjà j'avais des outils concrets pour pouvoir l'accompagner et et j'arrivais à mieux le comprendre. J'ai pu me connecter à lui, enfin, d'une manière où ça faisait quelques années, c'était même plus possible, quoi. Hmm. J'arrivais plus à me connecter à lui, et c'est vachement. Quand tu n'arrives pas à te connecter à ton propre enfant, surtout un enfant aussi petit, enfin, c'est hyper douloureux pour tout le monde, quoi. Pour lui, pour moi. Enfin, Ouais. Ouais, ouais, donc en fait, j'entends comme le diagnostic, ça a été comme un soulagement vraiment, quoi. Enfin, j'entends toute cette culpabilité que tu as portée pendant ces années qui ont précédé le diagnostic. Enfin, après, la culpabilité, c'est le fléau de tous les parents, hein, donc ça, on peut l'avoir toute oui. la vie, hein. Après, voilà. Ça dépend ce qu'on en fait de cette culpabilité. Mais en tout cas, j'entends qu'avant le diagnostic, elle était très pesante avec la culpabilité. Déjà, tous les mamans que j'accompagne la vivent, cette culpabilité-là, Oui. et que j'entends en plus que c'est-à-dire j'aime bien se dire cet art de vivre qui est la parentalité consciente et bienveillante, en fait, c'est devenu une injonction supplémentaire qui t'a fait culpabiliser encore plus, quoi. Ouais, et tu sais, je pense que enfin maintenant avec le recul, mes émotions, je les vivais pas trop, dans le bon sens. Enfin, quand j'avais une émotion, j'avais trop de difficultés, j'avais beaucoup de difficultés à faire la part des choses entre mes émotions, les émotions de mes enfants et la réalité. Enfin, j'avais, j'avais beaucoup de il m'a fallu quand même pas mal de temps à vraiment accepter mon rôle à moi en tant que mère et de de vraiment accompagner mes enfants, mais enfin voilà, mon positionnement de mère, d'adulte responsable, j'ai mis du temps à l'accepter. Enfin, je me souviens bien que quand mon fils aîné était bébé, dès qu'il y avait une émotion trop forte de sa part, c'était la fin du monde, quoi. Pour moi, c'était la fin du monde. Mes émotions, je rentrais en résonance avec ses émotions, mais enfin, pour un bébé, c'est pas terrible, quoi. Il a besoin de quelqu'un qui sait faire la part des choses entre ses émotions et les émotions, enfin, qui le calme. Et moi, de tout, je vais dire les 5-6 premières années, tout mon apprentissage, ça a vraiment été de de prendre la responsabilité de mes émotions, en fait. Et ça, j'avais pas compris, j'avais pas lu ça dans tout ce que je lisais sur la parentalité bienveillante. Peut-être que ça y était, ça se trouve, si je le relisais maintenant, je le prendrais vraiment en Mm. compte, mais il m'a fallu des nouvelles lectures, encore des lectures supplémentaires, pour comprendre que, ah, mais en fait, les émotions, mes émotions, c'est mes émotions, c'est pas les émotions de mon enfant. Et de deux, les émotions de mon enfant, mais c'est OK, c'est OK, c'est normal. Enfin, il peut faire une crise, c'est pas la fin du monde. Je je pense que je confondais la parentalité bienveillante avec le fait de que l'enfant, il devait être tout le temps heureux, enfin, qu'on devait pas le laisser pleurer. Alors, je dis pas qu'il faut laisser pleurer les enfants, mais si un enfant a besoin d'être triste, il a besoin d'être triste et puis nous, on est là et on n'est pas censé être triste avec lui, quoi. Mm. Enfin, je pense que tout ton travail, c'est un peu aussi ça, mais je ouais, voilà, je pense que je lisais tous ces trucs de parentalité bienveillante un peu de travers, en fait. Donc Oui, j'en ai bah, fait des injonctions, mais elles étaient pas forcément là, les injonctions. Enfin, tu vois, c'est ma responsabilité d'avoir pris le truc, et et ouais, et moi, il y a 2 lectures qui ont vraiment changé, mon regard et mon rôle de maman et mon rôle de mère. C'est,
le premier, c'est les livres d'Aletta Solter Mmh. qui expliquent qu'en fait, c'est pas qu'il faut le laisser pleurer, mais quand un bébé pleure, c'est vachement important de le laisser aller au bout de sa crise et sans m'en rendre compte, moi, j'essayais de trouver des solutions. Je les laissais pas aller au bout de leurs émotions, mes enfants. Et depuis que j'ai arrêté de faire ça, enfin, ça a tout changé parce que maintenant, enfin, pour en parler, même mon deuxième qui a 4 ans et demi, 4 ans et demi, il fait des crises tous les soirs, des énormes crises émotionnelles. Bah, c'est pas grave. Enfin, je l'accompagne en fait, mais j'en fais plus un truc: «Ah, qu'est-ce que j'ai fait de travers pour qu'il fasse toutes ces crises?» Mmh. C'est juste, bah, ouais, il fait des crises, bah, il a une émotion qu'il doit lâcher, bah, je l'accompagne et puis après c'est fini. Ouais. Et hem et Et pareil c avec mon grand, Vas-y. voilà, non mais Ah si, si, pareil avec ton grand? Vas-y. pareil avec mon grand, sauf qu'avec mon plus jeune, c'est plus simple parce que les émotions, il peut mine de rien, enfin, il peut les verbaliser. Non, mais je les comprends ces émotions. Avec mon grand, je les comprenais pas parce qu'elles sortaient de nulle part, enfin, et avec le diagnostic d'autisme, j'ai compris, en fait, par exemple, une émotion qui peut être liée à une surcharge sensorielle. Parce qu'avec l'autisme vient souvent, des troubles sensoriels qui peuvent s'exprimer de plein de manières différentes. Des fois, ça va être de l'hypersensibilité au bruit, de l'hypersensibilité donc c'est comme si, en fait, ils sont toujours en mode, enfin, c'est toujours leur cerveau reptilien qui est activé en mode, fight and flight, je sais pas comment on dit en français. En fait, ils sont toujours en mode, En alerte? en voilà et parce qu'il y a au niveau sensoriel, il y a, le tri se fait moins ou se fait pas, enfin, ça se fait moins et du coup, le moindre petit truc va être comme une agression pour eux Mmh. et dans le cas de mon fils, c'était pas trop ça, c'est pas trop une hypersensibilité sensorielle, c'est plutôt le contraire, c'est une hyposensibilité. Souvent, il y a les 2, ça dépend des sens et tout, mais hem et et du coup, il y a même des sens avec mes lectures sur l'autisme, tout ça, il y a même des sens que j'ai découverts, par exemple la prioception, la proprioception. Ça fait pas partie des 5 sens, habituels. C'est la proprioception, mais c'est un sens, c'est la capacité à à placer son corps dans l'espace, Mmh. à réussir à donc il y a certains autistes qui vont être, très, maladroits, par exemple, parce qu'ils arrivent pas à, ils ne savent pas bien définir leur corps. Je l'explique pas très bien, mais ils savent pas bien, définir où est leur corps, en fait, dans l'espace et pour mon fils, il est pas maladroit. Par contre, il saute tout le temps et il appuie. Enfin, pendant des années, les câlins, c'était pas des câlins, il m'appuyait dessus, il me pousse avec les pieds, le sommeil. Il n'arrive pas à s'endormir tout seul, il a besoin qu'il y ait quelque chose à côté de lui pour pouvoir, en fait, lui, se positionner Mmh. et heu et quand on y pense, heu, alors un enfant, neurotypique, en tout cas sans autisme, on va dire, c'est naturel, ça se fait naturellement, on n'y pense même pas nous. Mais eux, ça les fait vivre dans une insécurité, en fait, parce qu'ils arrivent même pas à déterminer où est leur corps. Alors ils me poussaient, puis ils me touchaient, puis et pour moi, c'était insupportable. Je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que cet enfant qui respecte pas mes limites?» Enfin tout et du coup, ma réponse avant que je comprenne tout ça, c'était du rejet, c'était: «Mais arrête!» parce Mmh. que c'est très gênant comme enfant. Enfin, on a tous nos sensibilités, différentes, mais moi, un enfant qui me pousse, mais ça a beau être mon enfant, qui me touche, qui me pousse tout le temps, c'était insupportable et j'en venais à avoir des réactions, presque violentes et parfois violentes et culpabiliser, me dire: «Mais» donc à partir du moment où juste ça, la proprioception que j'ai compris, bah, j'ai complètement changé de regard, en fait. Enfin, bah, Mmh. oui, parce que lui, il se sent pas en sécurité, son corps, il sait pas le définir, il a besoin de ça. Donc après, on met en place des trucs pour l'aider, précisément là-dessus. Puis, en fait, juste de le savoir, ça change tout parce que je change de regard là-dessus, je suis plus en C'est train de me dire: «Bah, il ne respecte pas mes limites, j'ai pas bien, gna gna gna». En plus, enfin, c'est un garçon, moi je suis une femme. Je veux dire, j'ai tout de suite des pensées, bah, il ne respecte pas, mon corps de femme, et le féminisme, gna gna gna, qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans? Enfin, tu vois? Alors qu'en fait, c'est juste un enfant, bah, enfin, tout de suite, ça remet les choses à leur place, quoi. Ouais. Et oui, Pardon. en fait, on a tendance à avoir toutes sortes d'interprétations, en fait. Hein, déjà, si on ne prend pas la Ouais. responsabilité de nos émotions, si on ne prend pas la responsabilité de nos pensées, on peut vite se laisser embarquer dans tout un tas d'interprétations, à se dire, «Bah, voilà, là, oh, il me touche comme ça, mais c'est parce qu'il me rejette». Puis voilà, tout ce que tu dis, le féminisme et cetera qui revient, ça peut partir très, très loin. Et donc Mmh. ce que je comprends bien, c'est que, ce que je crois comprendre dans ce que tu dis, c'est que la transformation que tu as vécue en tant que maman, vraiment, c'était à partir du moment où
bah, tu as compris ce que ton enfant vivait, en fait. Oui, j'ai compris ses besoins, enfin, je suis revenue à ses Ouais. besoins. Avant, mes thèmes est complètement, j'avais pas du tout accès, je comprenais pas et je pense pas que j'aurais pu comprendre toute seule, en fait. Tu Mmh. enfin, parce que, j'ai vraiment eu besoin de professionnels pour me guider, pour me montrer. Bah, là, par exemple, même des petits trucs, enfin, j'essaie de réfléchir, hem, des petits trucs, par exemple, quand il était petit. Alors en plus, on a tous ces préjugés sur l'autisme, c'est des enfants qui se balancent, c'est des enfants qui ne pointent pas du doigt, qui regardent pas. Moi, j'avais pas ça. Enfin, il a et alors ce qui est drôle, c'est que je me souviens très bien de lui à 8, 9 mois où il pointait du doigt, mais tout le temps, tout le temps. Il pointait du doigt, il pointait du doigt. C'était presque, c'était ça nous faisait rire parce qu'il était tout le temps en train de pointer du doigt et après avec mes lectures sur l'autisme, tout ça, j'ai compris en fait, il pointait du doigt, mais il nous regardait pas pour voir si on avait regardé là où il pointait. Et rien que là-dedans, par exemple, un enfant qui pointe du doigt, il pointe du doigt, il voit un truc, il pointe du doigt, il regarde l'adulte ou quelqu'un, il dit- pour, et dans les regards, il y a t'as vu aussi, on re-regarde ensemble, et il y a un échange qui se fait. Mmh. Et, euh, et même ça, tu vois, je me suis dit, mais en fait, lui, il pointait du doigt, mais il nous regardait pas pour voir si on avait regardé. Enfin, tu vois, il y a un truc dans l'échange qui se faisait pas. Et ça, mine de rien, c'est une petite anecdote que je raconte, mais j'avais vu comme ça une vidéo, quelqu'un qui racontait ça. Dans cet échange-là, on apprend énormément. On apprend énormément et en fait, ça, c'est sur les interactions sociales, sur l'échange, sur la communication non verbale et cetera. Tout il y a tout un pan de la communication, en fait, mon fils, il l'a pas vraiment eu, quoi, ou alors il a fallu, après, plus tard, nous, mettre en place des trucs pour bien inciter parce qu'une fois qu'on a conscience de ça, bah, c'est pas, c'est pas déterminant, quoi. Enfin, il y a un trouble neurodéveloppemental, le développement se fait pas pareil, mais c'est pas, enfin, c'est plus on peut faire quelque chose, tu vois, avec ça. Mmh. Ouais. Et je sais plus ce que tu disais, mais tout ça pour dire que le, l'accompagnement professionnel m'a vraiment, m'a permis de voir plein de trucs, mais complètement différemment, et même son hypertonicité parce qu'il saute tout le temps, il saute, il saute. Donc il a marché très tôt, mais alors les gens me disaient: «Ah, il marche, ça doit être fatigant». J'ai dit: «Non, non, non, mais en fait, ça change rien». Il était déjà en train de bouger tout le temps, de courir à quatre pattes et maintenant il sprint, il saute, il sprint, il sprint. En fait, ça fait partie des sens, de troubles sensoriels, en fait. C'est à la fois la proprioception et aussi comment on dit? Le vestibulaire, enfin l'oreille interne, Mmh. qui est sous-stimulée. Encore une fois, c'est une c'est une sous-stimulation. Donc il a besoin de sauter pour la stimuler, pour enfin, mais tout un sens, en fait. Il y a rien, donc s'il saute, s'il se lève pas, s'il tient pas en place, c'est pas un problème, en fait. C'est juste que lui, il fait ça pour être bien, quoi. C'est ça. C'est pas un problème, il a pas de problème, lui, et c'est pas un problème non plus de ta façon de l'accompagner. C'est pas de ta faute Oui, non oui. plus en tant que maman, donc Mais, tu vois, j'ai cette chance de pas vivre en France. Donc, en France, l'autisme, l'accompagnement de l'autisme, le diagnostic de l'autisme, il y a encore une approche très, très psychanalytique qui est complètement, désuète. Enfin, voilà quoi. Mais moi, j'ai jamais eu de regard psychanalytique de la part de professionnels, jamais. On m'a jamais demandé: «Ah bah, comment est-ce que vous» on m'a jamais posé de questions sur mes méthodes éducatives, en fait. Ou éventuellement, on m'a demandé: «Est-ce que vous avez des problèmes pour gérer les crises?» pour me donner des outils, tu vois? ouais. Mais tous les jugements que j'ai eus, c'était je me les suis fait tout seul toute seule parce que je suis française, donc j'ai quand même cette culture psychanalytique. Moi, j'ai lu Françoise Dolto, quand j'étais enceinte. Enfin, je veux dire, j'avais tout ça et je dis pas, que tout Françoise Dolto, c'est à jeter, mais maintenant, de nos jours, c'est bon, on peut lâcher la psychanalyse, ça sert pas à rien, quoi. Ou alors si ça sert à quelque chose, enfin, si ça servait à quelque chose, en fait, il faudrait que ça nous donne des outils, quoi. Si ça nous donne des outils, si ça nous permet de, si ça nous accompagne, bah super, mais la psychanalyse, est-ce que ça va nous donner des outils? Non. Bon, bah pourquoi on le garde? Enfin, Après mais moi, j'avais cette
Après, oui, oui, on a cette culture qui est, oui, oui, qui est, voilà, et puis en plus la culture judéo-chrétienne, on a tendance à pouf, se flageller et tout ça. Mais c'est vrai que moi, je partage ton avis sur la psychanalyse. Alors, on peut quand même rendre à la psychanalyse que c'était quand même voilà, ça a ouvert énormément de choses sur Bien la sûr. psychologie, sur les relations, voilà. Mais bon, que ça reste historique, quoi, parce que maintenant, maintenant, ce serait bien de développer les choses, tout ce qui est complexe de Deep, etc. Voilà, il y a des choses à mettre au placard. Je vois pas bien ce que ça nous apporte. Pourquoi on le garde? Mm. Ouais. Enfin, mais moi, j'ai cette chance du coup de pas être en France, donc c'est très culturel, hein, c'est très très franco-français, ce truc de psychanalyse. Je sais pas d'autres Mm. pays, mais en tout cas au Royaume-Uni où je vis, il y a pas ça. Enfin, c'est juste moi toute seule qui me le suis un peu. Mais du coup, ça a aidé parce que je pense qu'en France, il y a beaucoup de parents d'enfants autistes ou atypiques qui s'en prennent plein la tronche. Même rien que le TDAH, par exemple, l'hyperactivité, on entend encore tellement de bêtises là-dessus. Alors, les premiers à souffrir, ce sont les enfants eux-mêmes, dans voilà, le système scolaire, enfin, tous les systèmes, quels qu'ils soient, ils sont encore beaucoup jugés, très mal diagnostiqués, avec une tonne de clichés que tu citais très bien par rapport à l'autisme, mais bon, par rapport à tous les atypismes, il y a énormément de clichés qui véhiculent encore. Et puis, effectivement, les deuxièmes qui en souffrent, c'est les parents, parce qu'ils sont absolument jugés, ils sont pointés du doigt. Alors, même quand on ne le fait pas, comme tu le dis, comme tu l'as fait, on a tendance à le faire nous-mêmes, à nous juger nous-mêmes. Et voilà, donc moi mon boulot, ma mission, c'est justement d'essayer comme tu dis, déjà de donner la place à l'enfant pour ce qu'il est, comme il l'est, et de ne plus essayer Oui, de le changer, de ne plus essayer d'avoir un résultat, de ne plus essayer de le faire se suradapter. Alors, il y a quelques adaptations qui sont utiles pour vivre, pour être plus épanoui, mais il est hors de question de changer qui il est, parce que ce n'est pas une pathologie. C'est pas, oui. voilà, c'est un individu avec ses particularités, c'est comme chacun, enfin, il a une singularité comme tous, quoi. Et donc, il y a ça, vivre l'enfant, l'accompagner au mieux dans ce système qui n'est pas bien adapté pour lui, mais c'est pas à lui de s'adapter, c'est au système aussi de s'adapter, et puis d'accompagner les parents pour créer tout simplement une relation avec son enfant, pour enlever cette culpabilité, cette envie de trop faire, de bien faire, ou de le changer, voilà, l'idée c'est vraiment de rentrer dans son monde, et puis s'il est OK, de le faire rentrer dans le nôtre, qu'il y ait un lien, quoi, qu'il y ait une passerelle, sans se changer ni les uns ni les autres, quoi. Trouver une façon de faire ensemble. C'est vraiment ça, ouais. Et du coup, moi, avec le diagnostic, même avant, parce que le diagnostic a mis du temps, enfin le diagnostic officiel, mais j'avais compris avant, du coup, où j'ai commencé mes lectures et tout. C'est vraiment moi de changer de regard sur lui et du coup d'aller dans son monde, parce qu'une fois que j'ai compris, j'ai pas tout compris, mais comme il est différent de moi, il est très, enfin, je suis pas autiste, il y a plein de choses que je pouvais pas, que j'arrivais pas à comprendre, même pas à saisir. Euh, tous ces trucs après j'ai compris, j'ai pu changer de regard sur lui et lui, enfin ça même sans rien faire, honnêtement, même sans mettre rien en place de trucs pour accompagnement concret, ça a tellement apaisé notre relation parce qu'il s'est dit: «Ah c'est bon, elle m'accueille comme je suis». Mmh. Enfin, c'est vraiment, enfin, c'est super important. Moi je et tu vois, je parle de l'importance du diagnostic. Pour moi, le diagnostic a été très, très important, hem, pour comprendre ses besoins. Maintenant, au quotidien, je le considère pas comme un autiste. Enfin, j'ai cette donnée en tête, tu vois? Donc, par exemple, si je sens un moment où je vais commencer à le sentir tendu, il va commencer à avoir des réflexes un peu, agressifs ou alors un peu très anxieux parce que son anxiété peut être, enfin vite, il peut être vite anxieux pour des trucs que je ne veux pas forcément comprendre d'ailleurs. Mmh. Hem, Quand je vois que c'est comme ça, j'ai cette donnée en tête que oui, bah, bon, alors là, attention, donc je vais vite, essayer de faire en sorte de calmer le jeu, de faire baisser son anxiété en faisant baisser mon anxiété. Enfin et de comprendre que c'est pas le moment. Pour lui, c'est pas le moment et là, il va pas, on va pas je vais pas pouvoir vraiment communiquer avec lui. Donc j'attends que voilà, la situation se calme, j'essaye de changer du maximum que je peux, faire en sorte que l'environnement ce soit OK, au niveau sensoriel, ça se calme et cetera et après, enfin donc voilà, j'ai cette donnée en tête
Donc je m'adapte après dans les situations diverses et variées qui peuvent apparaître. Mais au quotidien, qu'ils soient autistes, qu'ils soient pas autistes, enfin, ça n'a pas. Je m'en fous, enfin, tu vois. Oui. c'est 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 pas une identité en fait. Mm. Et puis même, je dis ça parce que j'ai peut-être un peu eu tendance à tout mettre sur le dos de l'autisme. Maintenant que le petit frère a 4 ans et demi et qui fait des crises émotionnelles monstrueuses, je vois bien qu'il y a des trucs, ça n'a rien à voir, c'est juste parce que c'est un enfant. Oui. Tu vois? Oui, oui, mais ce qui est important, alors quel que soit l'enfant, atypisme ou non, c'est ce que tu dis. C'est important de déjà de le comprendre avec ses spécificités, quelles qu'elles soient, et du coup, de pouvoir répondre mieux à ses besoins, de pouvoir mieux accueillir ses émotions, et puis comme tu disais aussi, de faire la part des choses entre ce qui lui appartient et ce qui t'appartient. Puisque voilà, Oui. tu comprends mieux son univers, tu as des explications voilà, qui te rassurent, qui t'aiguillent. Euh, euh, Tu peux avoir ce pas de côté, toi aussi, pour ne plus être dans la réaction et la surréaction face à des moments qui peuvent être difficiles, hein. Donc, tu vois, Oui. ce que tu disais, prendre soin de ta propre anxiété qui peut monter dans des situations difficiles, ça, grâce au diagnostic et puis à certainement l'accompagnement que tu as eu, tes lectures, etc., tu peux faire plus cette part des choses et Ouais. ajuster ta réaction, en fait. Ouais, ouais. Et enfin, vraiment au niveau émotionnel, enfin, j'ai moi, toute seule, fait un travail sur l'acceptation, enfin vraiment la compréhension, l'acceptation et que mes émotions, elles me concernent moi et c'est tout. Ça ne concerne personne d'autre. Donc quand j'ai une émotion, que ce soit lié à mes enfants ou pas, j'essaye, c'est pas encore parfait, ça le sera probablement jamais, mais une émotion, attends, il se passe un truc en moi. C'est pas à l'extérieur, c'est moi. Qu'est-ce que cette émotion, elle est en train d'essayer de me dire? OK, ça c'est une chose. Les émotions de mes enfants, je sais pas forcément ce que ça veut dire, mais par contre, il y a une émotion, OK, je m'assois, il va falloir qu'elle la traverse parce que je veux pas, je voudrais leur éviter au maximum que leurs émotions à eux d'enfants, ils se les trimballent encore adultes, tu vois? Je préfère qu'ils les vivent maintenant que moi ce que je fais maintenant de travail, d'accueil de toutes les émotions qui peuvent remonter, qui viennent de je sais pas où, hem, tant qu'à faire, autant qu'ils les fassent maintenant, eux, quand ils sont petits. C'est ça, plutôt que de galérer comme nous, à essayer d'enlever des couches d'oignons, des carapaces, des choses qu'on a pu se Ouais, mettre, ou voilà. alors de faire le nettoyage des émotions refoulées. Voilà, c'est le but de les accompagner avec conscience, c'est ça, c'est de leur éviter des soucis pour la suite. Je fais vraiment la part des choses entre mes émotions et leurs émotions, mais même, hem, c'est un peu bizarre parce que j'ai pas tout compris aux émotions, mais pour moi, les émotions d'enfant et les émotions d'adulte, c'est des choses différentes, en fait. Je sais pas, c'est comme si, pour moi, les émotions d'enfant, c'est des trucs qu'ils doivent traverser et puis voilà. Alors que nos émotions d'adultes, en tant qu'adulte responsable et conscient, j'ai mes émotions, je les vis comme, heu, une information. Mmh. Une information que là, il y a un décalage. Que peut-être j'ai un décalage entre ce que je vis, ce que je pense et vraiment moi. Et Oui, donc, je l'ai c'est ça que je pensais. C'est ce que tu dis, une émotion, c'est une information, mais c'est exactement ça. C'est un signal, c'est un messager en fait qui vient nous dire toc toc, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Par contre, là où moi, je fais quand même le rapprochement entre les émotions d'enfant et les émotions d'adultes, puisque chez eux aussi, quand ils vivent une émotion, quelle qu'elle soit, forte ou moins forte, c'est aussi pour leur dire, c'est aussi le signal qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait ou qui est satisfait si c'est une émotion mmh, positive. Donc voilà. Après, la différence, c'est que effectivement, eux, ils sont pleinement dans la vie, pleinement dans l'instant. Ils n'ont pas encore, si possible, je touche du bois, mis le couvercle sur leurs émotions. Donc effectivement, ça les traverse de manière plus vivante que nous. Euh, mais finalement, nous, ça pourrait être la même chose. La ouais, différence, c'est que nous, on est capable, on a la maturité cérébrale, théoriquement, de les apprivoiser, ces émotions, et d'adapter notre réaction. Voilà. Mais finalement, on a beaucoup à apprendre d'eux, en fait. Parce oui, que, oui, hein, mais toujours, en tête, enfin, moi, j'ai toujours en tête que c'est aussi je parlais de la culpabilité tout à l'heure, quand j'ai commencé mon blog,
j'avais pas mal de retours en disant: «Ah, ça déculpabilise» et ça j'aimais bien ce mot, enfin et maintenant je l'ai changé. Ça se trouve, il est encore sur mon site, mais j'utilise plus le mot déculpabiliser, j'utilise le mot dédramatiser. Parce que je fais vraiment une distinction entre, la culpabilité, enfin, la cul il me semble que la culpabilité, c'est sain, c'est normal, c'est bien, c'est un signe que ça va. Si je fais mal à mon enfant, je me sens coupable, c'est bien. Par contre, la culpabilité qui sert à rien, il faudrait 2 mots en fait. C'est celle qui tourne en rond. C'est des pensées et des émotions qui tournent en boucle et qui s'entretiennent, mutuellement et puis ça et alors ça, c'est plus du tout la culpabilité où je fais mal, ça me fait mal, c'est juste, Mmh. Mais tout finalement, enfin de c'est aussi une enfin, ça fait pas partie des émotions, mais c'est aussi un ressenti comme les autres qui nous fait ouais. dire: «Il y a quelque chose qui va pas là». Et après, Oui, donc en fait, en soi, c'est ni bien ni mal la culpabilité. Mais ah ouais, non, là où il peut y avoir une différence, c'est qu'est-ce qu'on en fait, cette culpabilité? Comme tu ouais, dis, est-ce qu'on la laisse ruminer, nous faire mal et puis, voilà, se renfermer sur soi et cetera? Ou est-ce qu'on l'utilise comme un levier pour, bah, s'ajuster comme on devrait faire en fait avec chaque émotion? Mmh. ouais. Mais alors pour ça, voilà, ça paraît simple, mais ça demande, voilà, ça demande un peu Et de c'est ouais, c'est pour ça, moi, je parle plus de déculpabilisation, je parle de dédramatisation parce mmh, que cette culpabilité-là qui tourne en rond, en fait, ce qui sert, c'est de hop, 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 on regarde un peu là, on remet en place les pensées, les émotions, blabla. Tout ça, c'est des trucs, qui se sont emballés. Peut-être que si on prend un peu de recul, de hauteur, on va voir le truc comme, c'est plus, enfin, on n'est pas en train de on est juste en train de couper la relation en faisant ça, ouais, plutôt que d'aider l'autre. ouais, Mais ouais, bon, complètement. Mais, voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est quand on fait ce chemin-là en tant que maman, c'est de dépasser ça pour, bah, pour grandir avec son enfant, quoi. De voilà, c'est tout ça le chemin de transformation, hein, c'est de ouais, la responsabilité de ses émotions, c'est de ne plus culpabiliser, mais plutôt voilà, de dédramatiser et puis d'en faire vraiment une force, un levier pour changer, pour ajuster ce qui doit être fait. Alors pas que comme tu disais, dans l'attente d'un résultat pour que l'enfant soit sage, obéissant, épanoui, etc. Mais non, c'est pas notre job de rendre notre enfant heureux, quoi. Notre job, c'est de nous rendre heureux et de faire en ouais, ouais, sorte d'avoir tout le monde qui trouve sa place au mieux, quoi. En étant qui il ouais. est. Mmh. Ouais, ouais, non, j'ai complètement, mais ça aussi, c'est, par rapport à mon rôle, en fait. Enfin, je pense qu'avant, j'investissais pas tout à fait mon rôle de mère. Maintenant, j'ai appris à l'investir un peu plus, où c'est mon je suis responsable de leur offrir un cadre, un environnement, mais aussi un environnement affectif, heu, riche. Je suis présente, mais Mmh, mais ça n'a aucun c'est pas grave s'ils sont tristes, enfin, je sais pas, je peux pas de toute façon, contrôler leurs émotions et puis heureusement. Mais, mais ouais et j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, mon de voir la parentalité comme être, le capitaine de navire, en fait. Où tout d'un coup, on va vachement décharger l'enfant de plein de responsabilités. «Non, non, ça c'est ma responsabilité. Donc moi les trucs qui te plaisent pas, bah, je comprends que ça te plaise pas», toujours dans l'empathie, hein, «Je comprends que ça te plaise pas vraiment, bah oui, moi aussi, gna gna gna, mais c'est comme ça». Mmh. Et puis, Ouais. C'est vraiment et important, comme tu dis, de faire le point avec, qu'est-ce qui est important pour nous, quelles sont nos valeurs, voilà, quelle limite est OK ou pas pour nous, quelle règle est négociable ou non négociable. Il y a tout un travail, ben, finalement en amont, enfin un travail, en tout cas un questionnement pour savoir, voilà, qui on est en tant que personne, en tant que maman, jusqu'où on est prêt à aller et ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants, quoi. Il y a vraiment, voilà, ouais, c'est important, c'est important. mais même par rapport à l'autisme, par exemple, j'ai eu des moments où quand vraiment mon fils allait où c'était compliqué, où c'était vraiment compliqué, heu, j'ai eu des moments où je me disais: «Mais son avenir, mais ça va être quoi? Enfin, est-ce qu'il va être autonome à un moment? Est-ce que» et hem et en fait, maintenant, je vais pas dire que je m'en fiche, mais si, en fait. Bah, j'ai vraiment lâché, enfin, s'il est pas autonome, bah, il sera pas autonome, enfin, mais ça, on s'en fout, ça existe pas, voilà, ça existe pas et j'essaie vraiment au maximum, au quotidien bah, juste maintenant, il faut qu'on soit bien ensemble, qu'on soit dans la relation, qu'on soit
Mais enfin, vraiment, c'est vachement cliché, mais vraiment revenir au moment présent, c'est aussi Mmh. hyper important. Enfin, c'est comme ça, tu vois? Même s'il se passe un truc, enfin, même pour l'instant, bah, pour l'instant, c'est comme ça, puis on verra, enfin, je l'accompagne, en fait, on peut pas j'ai l'impression que je peux pas les accompagner, mes enfants, si je suis trop dans des projections, enfin, c'est vachement cliché ce que je dis, mais n'empêche que quand j'ai ça en tête, enfin, quand j'ai ça en tête, quand je suis capable, quand je suis pas trop fatiguée, de garder cette paix en moi intérieure, d'arrêter de me projeter dans tous les sens, hem, c'est vachement plus simple. Et pourtant, de l'extérieur, c'est pareil, ça peut être les mêmes cris, ça peut être les mêmes problèmes, mais ça n'a plus du tout le même impact sur moi ou Oui. Oui, je bah, pense c'est que comme on disait, la culpabilité qui est négative, en fait, c'est quand on rumine, on est trop dans le passé, on reste figé dans ouais, le passé à ruminer les choses qui auraient dû être comme ceci ou n'auraient pas dû être comme cela. Et puis l'effet miroir, enfin opposé, c'est d'être dans l'anticipation, dans les ouais, inquiétudes du futur, dans qu'est-ce qui va se passer, dans les dangers, dans les voilà. Et là, ça c'est que du stress en fait. C'est que du stress. Et donc c'est beau ce que tu dis d'être dans l'acceptation de ce qui est aujourd'hui. Alors c'est pas simple, hein, c'est en fait, en tout c'est cas on pas tend vers difficile ça, mais d'être dans quand on y arrive. l'acceptation de ce qui est, de qui vous êtes chacun, qui vous êtes Ouais, ensemble. C'est mais du beau. coup, tout ça, en fait, ces qualités-là, entre guillemets, d'acceptation, de s'adapter, enfin, de résilience, hem, c'est en moi, je fais le chemin. J'ai fait tout ce chemin, depuis que je suis mère, peut-être un peu avant, mais là, du coup, j'avais vraiment plus du tout le choix de faire ce chemin de: «Bon, bah, c'était comme ça, alors reviens au moment présent, reviens au moment présent». Hem, En le faisant, je le modèle aussi en quelque sorte pour eux. Enfin, en leur permettant, en leur laissant de l'espace vraiment pour qu'ils expriment toutes leurs émotions, en le et en accueillant tout le parce qu'eux aussi, des fois, ils me demandent: «Ah, mais la mort, gna gna, j'ai pas envie de mourir». Enfin, comme des enfants qui comme leur propre anxiété. Hem, Moi, en travaillant sur mon rapport au moment présent, mon anxiété, ma culpabilité, tout ça, je enfin, je le fais pour moi. Je le fais pour moi de toute façon, mais ça les aide eux aussi, je pense. Enfin, j'espère. En tout cas, c'est vraiment des trucs qui me semblent essentiels pour les enfants de nos jours parce que, enfin, vu l'état du monde, on ne sait pas. Enfin, c'est tellement, on pourrait tomber, se dire: «Ah, c'est vraiment anxiogène et tout». Le monde, on sait vraiment pas ce qui va se passer. Enfin, ça part ça c'est plein d'insécurité, on ne sait pas. Bah, essayons de cultiver la résilience chez nos enfants, qu'ils puissent s'adapter, qu'ils aient Ouais. les outils plus tard pour s'adapter, quoi. Et la meilleure, oui, oui, c'est chouette ce que tu dis, mais la meilleure façon de leur transmettre ça, justement, cette résilience, cette acceptation, c'est tout ça, c'est comme tu dis, c'est en l'incarnant soi-même, c'est en montrant Mmh. l'exemple, hein, c'est en se Mmh. l'offrant, s'autorisant à le vivre soi, à faire le chemin soi, que, enfin, c'est le meilleur exemple pour que nos enfants s'autorisent eux aussi à le vivre et développent ces qualités-là. Ouais, ouais. Mais tu vois ça, cette formulation, ces paroles, moi avant, je les aurais interprétées, mais dans la culpabilité, genre: «Ah bah voilà, je suis anxieuse et bah voilà, je donne mon anxiété à mes enfants, voilà, voilà». Mais c'est pas c'est vraiment pas ça, en fait. Et Mm. c'est vraiment pas ça, c'est vraiment pas se dire, c'est parce que du coup, c'est OK. Du coup, la résilience, bah, c'est aussi des fois, je pète un plomb et puis, bah, je m'excuse tout de suite et puis je montre à mes enfants qu'en fait, c'est pas OK, tu vois? Je suis pas en train de dire: «Bah, c'est pas grave, on s'en fout, je vais les taper puis voilà, tant pis». Non, mais que c'est vraiment un chemin intérieur et d'acceptation et puis ouais, voilà, de résilience et du coup, je leur montre: «Ah bah, là maman, c'est vraiment foiré, hein». Puis une petite maman en plus, «Non mais tu me fais mal au cœur là». «Ah bon, excuse-moi, bon bah attends parce que là ça va pas du tout. En fait là je peux même pas m'occuper de toi, j'ai besoin de me calmer d'abord». Enfin, je Ouais. le on modèle un truc mais quand on lâche tout de suite la culpabilité, ça parce qu'une fois qu'elle est trop ancrée, c'est quand même vachement plus difficile de la lâcher quand même, je trouve, enfin, Ouais. les ou Alors, les avec la pensées. culpabilité et la quête au perfectionnisme, hein, c'est ce que j'entends aussi Oui, dans oui.
Parce que pour moi, montrer l'exemple, c'est pas du tout montrer, essayer d'atteindre justement cet idéal de maman, cette maman parfaite. Non, montrer l'exemple, c'est montrer son authenticité, c'est montrer qu'on est humain, c'est montrer qu'on fait des erreurs, c'est montrer que par contre, on sait peut-être s'excuser ou réparer si on fait des erreurs, c'est montrer qu'on sait rebondir ou en tout cas qu'on apprend comment faire. Voilà, c'est ça en fait. C'est juste montrer qu'on est humaine, qu'on est authentique, quoi. Avec ses forces, ses faiblesses, complètement entière, quoi. Oui. Oui, mais après, je continue quand même personnellement de penser que la manière dont on vit à l'heure actuelle, ça n'a pas vraiment de sens au niveau, enfin, la cellule familiale et puis juste 2 parents ou un seul pour s'occuper des enfants. Je continue de penser qu'en fait, on se fait une violence énorme, en tant que société, sur nos parents, sur nos enfants. Pour moi, je continue de penser qu'il y a pas vraiment de sens, en fait. Enfin, moi, quand je suis devenue mère, alors ça a été tout un cheminement, j'ai vachement grandi et puis je continue, tu vois? Mais n'empêche que quand je regarde, enfin, les situations dans lesquelles je me suis mise, hein, toute seule, enfin, je pense que je pense sincèrement que c'est trop dur pour un seul humain, en fait, tu vois? En fait, on place les enfants dans une situation où tous leurs besoins affectifs, ils vont pas pouvoir être c'est pas possible, enfin, il me semble, c'est très difficile pour seulement 2 ou un seul parent de combler tous les besoins affectifs d'un enfant. Donc aussi ça, on peut le garder en tête en se disant pas comme une excuse, mais en se disant: «Attends, déjà on fait un truc quand même pas mal». Non, bah, ça c'est vraiment mon point de vue. Après c'est je le lâche, tu vois? Mais, enfin j'en fais pas une vérité à me dire: «Ah là là, nul, gna gna». Mais, honnêtement, je pense quand même, parce que moi quand je suis devenue mère, j'avais cette idée, j'aime bien en plus quand tu as un bébé, bah, c'est répondre aux besoins affectifs d'un bébé, c'est fatigant et tout, mais ça reste, enfin, tu cet attachement avec ton bébé qui fait que, bah, voilà, tu lui donnes tout ce que tu as. Après, il grandit et puis moi, j'avais cette idée de unschooling, de tout faire, tout faire, tout faire, tout faire, mais juste attends, c'est normal que tu y arrives pas, c'est normal, c'est trop dur. Enfin, Ouais, et ça, c'est important, c'est super important que tu le partages, effectivement. Le fait de rester seul, alors déjà, si on a la chance d'être 2 parents, bon, c'est déjà bien, mais ça suffit pas, ça suffit pas. Et puis d'être dans sa bulle comme ça, en train de, alors avec, enfin, uniquement avec ses livres, avec ses préjugés, avec son éducation, avec tout ça, et puis d'en faire un fardeau, une mission pour atteindre la maman idéale qu'on a rêvé. Mais c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. c'est Puis pas en plus, possible. voilà, mais c'est avec l'éducation qu'on a eue, c'est aussi culturellement, il y a cette pression-là dans la société, hein. Les parents, ils sont vite. Il y a, on a un regard, des fois, c'est dur de supporter le regard des autres en tant que parent. Ouais. Mais on peut être scruté, on peut être jugé, tout ça. Donc, effectivement, souvent on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Mais encore faut-il que ce soit un village qui qui ne mette pas cette pression-là, comme on Ah peut oui, non, l'avoir, en mais tout oui, cas voilà. pas Moi, mal en je France. préfère être toute seule, hein. Mais tu vois, par rapport aux émotions, par exemple, j'ai aussi fait tout un parce que du coup, avec mon enfant qui a des comportements très antisociaux, très antisociaux, les 2 maintenant d'ailleurs, mais bon, hem, je j'étais très, très sensible au regard. Alors j'ai toujours pensé que j'étais un peu genre: «Moi, je m'en fous de ce que les autres pensent». Mmh. Dans une certaine mesure, peut-être que si on compare à d'autres, peut-être, mais n'empêche que j'ai vraiment, j'ai eu des effondrements émotionnels après des remarques, de l'extérieur, des remarques surtout quand ça vient d'un truc un peu l'autorité, la maîtresse, blabla. Hem Et en fait, là, pour le coup, j'avais vraiment des émotions à regarder pour ce qu'elles étaient en face, à savoir: «Mais Véronique, tu es en train de penser que ce que pensent les autres, c'est plus important que ce que tu es». Enfin, ces émotions-là, elles ont été hyper importantes pour moi de les traverser, de les comprendre, parce que maintenant, le regard des autres, mais j'en ai rien à faire. Enfin, mes enfants font une crise en plein milieu de la rue, mais je m'en fous. Ouais. Sincèrement, enfin, ça me fait pas d'émotion. On peut me faire une remarque. Après, ça dépend qui va me faire une remarque. J'aurais peut-être encore une émotion, mais dans ce cas-là, je l'accueillerai. Mais je ça, c'est vraiment typiquement un exemple, d'émotion que j'avais beaucoup, beaucoup quand j'étais une jeune mère et maintenant, mais je m'en fous. Enfin, Ouais.
Donc, c'est possible. Donc, déjà, moi, j'ai envie de résumer ce que tu viens de dire en disant félicitons-nous d'être des mamans parce que c'est compliqué, c'est vachement compliqué. Déjà, accepter qu'on est humaine aussi, accepter de faire des erreurs, voilà. Avancer, aussi, tu parlais un peu d'intuition, là, j'ai l'impression. Tu disais, voilà, d'avoir ce jugement, ce regard des autres, d'être impacté par le regard des autres et d'en oublier son intuition, ses propres émotions, sa propre, voilà, ce qu'on a vraiment envie, qui on a vraiment envie d'être avec son enfant, ses propres valeurs. Tout ça, voilà, c'est important de bien les garder en tête, quoi, de ne pas se laisser happer par le regard des autres, le système, etc. Donc, en fait, on n'a qu'à vivre comme, en étant des mamans qui ont du peps, qui sont pétillantes, qui font des erreurs, voilà, Oui, alors mais qui ont après, envie de il y a grandir. la fatigue. Des mamans Après, fatiguées? non, mais après, des fois, il y a la fatigue qui fait que bon, le peps, bah, Non, c'est pas mais tout. en tout cas des mamans qui ont envie d'être en relation et de vivre quelque Oui, chose, tu oui. vois. Enfin, c'est ça, en fait. De mettre la relation en Ouais. priorité. Mm, mm, Ouais, mm. ouais. Tu parlais tout à l'heure un peu du système anglais et du système français. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce qu'il y a vraiment une différence comme ça entre dans système éducatif français, système éducatif anglais, dans le regard que la société porte sur les enfants atypiques? Alors, bah, disons que j'ai jamais eu mes enfants, en France, donc Oui, je pas vraiment de comparaison et en plus, heu, je pense que ça dépend vraiment de chaque école, de chaque enseignant même. Moi, mon fils aîné a été exclu de sa première école parce qu'ils avaient pas les ressources pour l'aider. Donc ça a été aussi un truc, pas facile parce qu'en fait, j'étais exclue de cette école, mais j'étais exclue de toute la communauté de parents. Enfin, c'était une école alternative et tout. Hem, Là encore, j'ai ça m'a permis d'abandonner un dogme, celui de, certains types, d'éducation, alternative. D'accord, c'est parfait, mais n'empêche que après bon après c'est des questions de moyens aussi. Enfin, je leur en veux pas, tu vois? C'est une école, une petite école alternative comme ça, ils ont pas forcément les moyens, les ressources même financières mmh, pour accompagner un enfant, tel que mon fils. Mais, ça m'a fait vachement, relativiser cette histoire de oui, bah, pour les enfants, pour qu'ils soient épanouis, il faut cette, cette éducation, mais oui, mais ça dépend de l'enfant, quoi. Enfin, moi, un truc très axé sur la créativité, sur le groupe, clairement, pour un enfant autiste, c'est pas du tout le mieux. mmh. Mais donc il a été exclu de sa première école, donc bon, ça a été une épreuve quand même, pour moi, pas pour lui, pour moi. Mais maintenant, il est dans le système, du coup, traditionnel, classique, une école publique, du coin et il a une AVS et je pense qu'en fait, les Britanniques ont beaucoup mieux compris l'inclusion dans le sens où ils savent que, hem, pour que l'inclusion fonctionne, il faut y mettre les moyens. Ça sert à rien de mettre un enfant autiste, tout seul dans une classe, ça va pas marcher, ça va pas marcher. Enfin, ça va être impossible. Du coup, il a une adulte que pour lui et ça se passe bien, enfin mais alors après si on regarde les statistiques et puis si je lis les témoignages, enfin je lis des trucs, vraiment, tristes, en France, heu, c'est des témoignages que je lis aussi des trucs tristes ici, enfin je sais pas, mais après si on regarde les statistiques, c'est vrai qu'ici c'est 80-70 des enfants autistes qui sont dans les écoles classiques. Après il y a des cas trop complexes qu'il faut qu'ils sont dans des écoles spécialisées, mais et en France c'est 20-30. Donc Oui, rien que ça, tu te dis: «Ben oui, ben il y a un truc quoi». c'est Puis parlant, quoi. le système d'AVS en France, enfin c'est je lis beaucoup de témoignages où en fait même quand les dossiers sont faits et approuvés, dans les faits, ça se passe pas trop. Parce qu'en fait, il faut vraiment que ça demande vraiment aux adultes de se remettre en question. Et quand on n'est pas habitué à l'autisme, il faut apprendre en fait. Enfin, juste des fonctionnements différents et si on y va avec une vision trop dogmatique ou bah c'est comme ça, moi je sais, ça va pas marcher. Oui, et quelle qu'elle soit la vision dogmatique, hein, ça peut être une vision Mmh. dogmatique du système classique, ça peut être une vision d'une certaine pédagogie. Non, enfin, voilà, Ouais, ouais. faut être flexible, faut Bah être non, mais moi créatif, quoi. j'ai vraiment l'exemple de cette pédagogie, alternative qui était pas du tout adaptée, quoi. Et c'était même, en plus, c'est bête parce que du coup, j'empêchais mon fils
enfin, je répondais pas trop à certaines demandes d'apprentissage parce que je me disais, bah, ça correspond pas à cette pédagogie. Et avec le recul, je me dis, mais c'est complètement con. S'il avait envie de lire à cet âge-là, il avait qu'à lire à cet âge-là. Enfin, tu vois, et donc ouais, c'est toujours une question de s'adapter à l'enfant. Et moi, du coup, je suis contente de l'accompagnement qu'il a. Enfin, il a une auxiliaire de vie scolaire, une AVS, pour lui. Après, je vais pas vendre un truc parfait parce qu'on a quand même dû aller au tribunal. Enfin, c'est des trucs administratifs. Après, c'est pas la société, c'est juste une question d'argent. Après, c'est politique. D'accord. Ils disent non par principe parce qu'ils veulent pas, parce que ça coûte cher, quoi. Ouais. Mais enfin, de ce que je lis, ça a l'air vraiment mieux ici qu'en France. Et j'ai pas du tout envie de retourner en France rien que pour ça, en fait. Mmh. Mais enfin, pour d'autres raisons, mais rien que pour ça, j'y réfléchirai à 2 fois. Après, il y a plein d'écoles super en France. Enfin, ça dépend vraiment des enseignants, en fait, puis des Ouais. directeurs, Oui, directrices mais quand d'école. même, tu as remarqué que le système d'inclusion en Angleterre, il est quand même mieux compris, mieux appliqué Voilà, qu'en ouais, France. il me semble. Ouais. OK. Tu vois, il y a vraiment des formations continues, des enseignants, des accompagnants. Dans chaque école, il y a une personne dédiée aux enfants aux besoins spéciaux. Ça peut être tout, hein. Ça peut être des besoins physiques, ça peut être de l'autisme, de la dyslexie, dyspraxie. Enfin, il y a plein. Il y a une personne dédiée à coordonner. Voilà, ça s'appelle Special Educational Needs Coordinator. Donc vraiment la coordinateur des enfants aux besoins spéciaux, Mmh. spécifiques, éducationnels. Il y a une personne par école qui fait que ça. C'est son boulot à plein temps, de gérer tous les besoins spéciaux. Et du coup, elle va organiser des formations. Enfin, dans mon école, c'est une femme. Donc déjà, ça dit quelque chose, quoi. Ah ouais, c'est génial. La volonté d'inclusion. Bon, on a de quoi s'inspirer alors. Bon, il y a du travail, mais après, ouais, mais c'est vraiment une question de moyens. Enfin, moi, c'est un enseignant à qui on donne un enfant avec des besoins spéciaux, et tout seul, il peut pas répondre. C'est pas Mmh. possible. Mmh. C'est trop compliqué. Même moi, toute seule à la maison, j'ai du mal avec mon propre enfant. Si tu en as 30. Ouais. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que ton enfant a trouvé sa place dans la famille, à l'école? Ouais, alors, je pense dans la famille, il a toujours eu sa place, mais il y avait un problème certain de communication. Mais ouais, enfin, en tout cas, je sais qu'il se sent accepté tel qu'il est à la maison. Donc, pour moi, c'est le plus important. À la maison, on parle pas d'autisme. Alors ça, je sais qu'il y a des parents qui sont pas forcément. On parle pas d'autisme. Enfin, s'ils se mettent à nous poser des questions, s'ils captent des trucs, on répondra, tu vois. Mais on, en fait, j'insiste plus sur le fait que chaque enfant est différent, donc on s'adapte à. Je les accepte tous les deux tels qu'ils sont, mais je parle pas d'autisme. Enfin, c'est un peu. Mmh. J'avais lancé une discussion là-dessus une fois sur un forum. Avec des parents, et les parents disent non, on lui en parle tout de suite, ça fait partie de son identité. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense pas que ce soit son identité, l'autisme. C'est une spécificité, et puis c'est à nous, parents, de nous adapter. C'est à nous d'offrir l'environnement qui va l'aider, mais je vois pas trop l'intérêt, en fait, de lui parler d'autisme parce il est encore trop jeune pour vraiment capter. Ça va venir, tu vois. Plus tard, à la fin du primaire, quand le décalage va commencer à être évident pour lui, on lui en parlera, tu vois, mais du coup, il n'y a pas à la maison de ah bah il y a Naël, il a des besoins spéciaux, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Enfin, j'espère que mes Ou enfants, il a des besoins spéciaux, mais comme toi, tu peux en avoir aussi, voilà, c'est ça? voilà. Donc en fait, Mmh. il y a pas entre eux, il y a pas de bah toi t'es comme ça, t'as un problème. Enfin, Mmh. tu vois ce que Ouais. Ouais, du coup, je ouais. réponds pas trop à ta question, mais Si, si, complètement. enfin, pour moi, il y a entre deux, il y a pas, il y a surtout pas de bah l'un est atypique et l'autre non. Enfin, en fait, Mmh. surtout pas, et je voudrais pas. En plus, je pense si on avait introduit cette notion d'autisme, il y aurait eu, je pense, un risque qu'ils utilisent ça dans leur chamaillerie, en fait. Tu sais, ou là, pour le coup, ça deviendrait une étiquette, ça deviendrait un truc. Donc, En mais fait, même, vous tu avez vois, fait le choix de ne pas cristalliser ouais, ça, ouais, cette non, spécificité-là. Mais par contre, s'ils vous posent des questions, l'un comme l'autre, vous y répondez ouvertement. C'est ça? ouais, ouais. Mmh. Mais, euh, mais ouvertement, pas encore avec le mot autisme. Enfin, mais D'accord. même, tu vois, c'est drôle parce que ici, du coup, j'ai des formations sur l'autisme, hein. Le département fait des formations pour les parents. Et ils ont une formation spéciale pour apprendre aux parents, enfin pas pour apprendre, mais pour donner des clés aux parents
à comment parler d'autisme à leurs enfants. Et ils font cette formation à la fin du primaire. Donc, même eux, en fait, ce que nous, on a fait naturellement sans pas en parler, même eux disent, bah, ça sert à rien, en fait, d'en parler à cet âge-là. C'est, tu sais, avant la puberté. Et tu vois, je voudrais pas, autant, comme je dis, moi, l'autisme, je considère ça comme une donnée. Donc, nous, les parents, on en a besoin pour nous adapter. Mais je voudrais pas qu'il en fasse une identité, tu vois. Mhm. Et par contre, s'il en fait une identité plus tard, ça me dérange pas. Enfin, mais par contre, c'est sûr que à la puberté, enfin, avant l'adolescence, que toutes ces questions, elles vont arriver, tu vois, mais juste pas encore. Quand il sera prêt, en fait, c'est lui qui voilà, c'est important d'être suffisamment dans l'accueil et dans l'ouverture, dans l'observation aussi de qui il est, pour, pour répondre aux questions quand lui est prêt, quoi, en fait, pour Oui, utiliser les mots qui vont bien, adaptés à son âge quand lui est prêt et que ça a vraiment un sens, quoi. Mm. ouais, ouais. Et Merci du de coup, par nous rapport au partager petit ça. frère, et du coup, par rapport au petit frère, en fait, ce que je veux dire qui est vachement important, c'est parce qu'il m'a déjà posé des questions. Mais pourquoi Yanaël, il fait ça? Pourquoi il mord? Parce qu'il capte, lui, la différence. Enfin, il la capte quand même. Mais c'est un enfant, donc je fais donc je fais pas de différence entre les deux. Par contre, je fais vachement attention dès qu'il y a un truc qui ressort. C'est le petit frère, il a le droit d'avoir ses propres émotions. Donc quand il a une émotion ou quand je vois qu'il euh, enfin, il a une émotion liée à son frère ou une émotion liée au fait qu'il en a marre de son frère parce que il l'écoute pas, parce que ceci. Mais ça va dans l'autre sens aussi, hein, c'est les deux. Là, par contre, il a le droit d'avoir toutes les émotions qu'il veut et j'accueille toutes ces émotions. Enfin, donc il sait qu'il n'y a pas. Enfin, j'espère que du coup, toutes ces émotions, tout son vécu par rapport à ça, il y a pleinement accès, il a le droit de tout exprimer, mais j'en fais pas, voilà, un concept. Je veux pas que Mm. ça devienne un truc auquel ils vont se raccrocher, quoi. Mm. Juste c'est comme ça, voilà. Ouais. Merci beaucoup de nous partager ça, c'est précieux. Moi, j'ai une question aussi, c'est dans les moments difficiles, parce que voilà, tu as fait beaucoup de travail sur toi, tu arrives à être souvent la maman que tu as envie d'être, le plus souvent possible, hein, on va dire ça comme ça. Mais dans les moments difficiles, comment tu arrives à être connecté à tes enfants? Comment tu arrives à être connecté à ta volonté d'incarner une parentalité consciente et créative? Est-ce que tu as des conseils à partager? En fait, j'aimerais avoir des conseils à partager, mais je sais pas. Je sais pas parce que c'est toujours lié à la paix que j'arrive à faire en moi, à l'apaisement. Et ça, il y a des gens qui arrivent à partager cette conscience-là. Il y a des gens, cette conscience-là, il y a des gens qui arrivent à mettre des mots là-dessus pour aider les autres à aller vers l'apaisement. Moi, je sais pas si j'y arrive très bien. Et surtout, euh, j'ai très conscience d'un espèce de risque dans lequel, c'est un truc dans lequel je tombe souvent, c'est quand on me donne des conseils, je les conceptualise trop, et du coup, ça devient, tu vois, par exemple, des modèles, des mamans un peu soit qui se mettent elles-mêmes comme des modèles, soit qui sont des modèles pour moi. Il y a un risque pour moi hein, de me projeter, d'en faire, de les voir, de dire ah, leur conseil c'est trop bien, je vais trop l'appliquer, c'est super. Sur le coup, c'est vraiment, sur le coup, je suis vraiment portée par tous ces conseils et ça, c'est précieux, tu vois, c'est précieux pour moi, ça m'aide vraiment. Mais après, la mise en pratique, il y a toujours ce petit risque de, de transformer ça en, en concept. Enfin, Mm. et c'est pas ça qui va me rapprocher de la vérité, en fait. Enfin, Mm. du coup, moi, je me considère pas comme très douée à. Je le fais un peu dans mes vidéos maintenant, parce qu'il y a des petits trucs. Quand j'ai eu le temps de bien, bah, du coup, les conceptualiser, mais avec l'impression que ça va apporter quelque chose, je le partage dans mon blog. Mais je me considère pas comme la plus douée à ça, tu vois. Enfin, il y a des gens qui, leurs partages sont vraiment inspirants et ça va pas se transformer en nous, en injonction, blablabla. Mais parce que pour moi, le truc, c'est vraiment de revenir à la paix. Donc, c'est tout l'écoute des émotions, enfin, remettre les choses à leur place. Euh, c'est la conscience de soi. Donc,
Mon conseil, c'est de relire, tu vois, de relire des auteurs comme Eckhart Tolle, enfin des gens qui nous invitent à revenir à la conscience, tu vois. Hmm. C'est mon meilleur conseil parce que moi, je le fais pas aussi bien qu'eux, en fait. Ouais. Bon, un dernier message alors aux mamans, un dernier message que tu aimerais dire aux mamans d'enfants atypiques qui nous regardent. Ouais, alors déjà, c'est de ne pas rester seule. Enfin, vraiment, c'est ok d'avoir besoin d'aide. Enfin, c'est normal, tu vois. Enfin, surtout si c'est des trucs où, enfin, l'intensité de certains émotions, de certains enfants. Tu vois, moi, j'ai eu besoin, au début, j'avais vachement besoin de trouver des parents qui vivaient un peu la même chose que moi, euh, pour pouvoir me relâcher, me dire, «Oh, toi aussi, tu te fais mordre quand ceci, quand cela. Enfin, toi aussi, euh, enfin, cette intensité du quotidien, j'avais besoin de la partager, j'avais besoin de trouver quelqu'un qui comprenne parce que certains amis ne comprenaient pas forcément. Tu vois, certains amis parents ne pouvaient pas forcément comprendre ou alors ils me disaient bah ouais, moi aussi, ma fille, elle fait des crises et puis je voyais leur fille, je me dis en fait, on parle pas de la même chose, tu vois. Donc, on a vraiment besoin de cette reconnaissance-là de ouais, non, mais en fait, toi aussi, tu viens, ce truc hyper dur, quoi. Enfin, on en a besoin. Enfin, c'est vraiment parce que de cette empathie-là, tu vois. Mais Mais être maman d'un enfant atypique, encore une fois, ne pas confondre le rôle et l'identité, tu vois ce que je veux dire? Ne pas confondre, c'est un rôle qui est plus difficile que peut-être un enfant plus facile entre guillemets. Alors on dit oui, tous les enfants, c'est pas juste de dire qu'un enfant est plus difficile. Moi, mon vécu, c'est que si, enfin, honnêtement, si, c'est pas que l'enfant est plus difficile, c'est que comprendre ses besoins est tellement plus difficile que du coup, c'est plus difficile. C'est plus ouais. difficile. Après, on peut dire que c'est pas l'enfant, c'est des besoins, mais bon, si, enfin, mon vécu, c'est que si tu l'as pas vécu toi-même, tu peux pas comprendre Mm. certains trucs vraiment difficiles. Du coup, ça fait que notre rôle est plus exigeant, mais c'est pas une identité. Enfin, je le dis parce que moi aussi, je suis un peu tombée dans ce travers, pas publiquement. Je pense pas publiquement, mais dans mon quotidien et par rapport à certaines réflexions que j'ai pu faire à d'autres parents, c'est pas parce que on a un enfant atypique et que notre rôle est beaucoup plus exigeant que ça fait de nous quelqu'un de spécial. Et ça peut-être ça plaira pas à certaines personnes parce que des fois, quand je partage sur l'autisme, on répond ah oui, les enfants, ils ont choisi une maman, ils t'ont choisi comme maman parce qu'ils savaient que tu étais spéciale. Enfin, attends. Mm. Oui, peut-être, mais attention à pas prendre ça comme un truc pour, euh, pour se regonfler l'ego en fait. Enfin, je sais pas comment trop le dire de manière bienveillante. Je le dis parce que moi-même, en fait, j'ai fait ce travail avec mon deuxième enfant, qui n'est pas autiste et qui m'a demandé aussi pas mal de travail, qui est aussi exigeant comme rôle, en fait. Enfin, le rôle de parent est exigeant pour tout. Donc, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je sais pas si ça sera bien compris, mais à C'est la fois, tu vois, on a vraiment besoin de trouver des espaces, des personnes avec qui on peut dire, mais quand même, c'est vachement. C'est enfin, quand même, tu vois, ce que je vis, c'est vachement plus exigeant que peut-être d'autres situations. Mais ça fait pas. Ne nous accrochons pas à ça, quoi, comme ouais, une raison d'en faire une identité. ouais. Je me permets de le dire parce que je l'ai fait. Enfin, tu vois, Mm. c'est que après, de toujours revenir, quand on revient aux besoins de soi-même et de nos enfants, tout ça, on s'en fiche. Enfin, Mm. on peut Mais s'en c'est super précieux, ton partage d'expérience est vraiment super précieux et ce message aussi, voilà, je ne sais pas comment il va être reçu, comment il va résonner, mais en tout cas, c'est très juste par rapport à ce que tu as vécu. Et oui, l'importance de ne pas rester seul, d'être entouré, d'être compris, d'être voilà, mais de ne pas s'enfermer là-dedans, dans ce rôle de maman d'enfant spécial. Voilà, il y a bien plus que ça, quoi. Enfin, il y a d'autres choses à vivre aussi, déjà. Et ça peut nous jouer des tours, hein, d'être dans cet et ego, c'est dans même cette...
Bon, bah, Véronique, merci beaucoup pour tout ton partage précieux. Enfin, voilà, les témoignages d'expérience, il y a que ça de vrai. Enfin, c'est vraiment du vécu, du, du tâtonnage, de l'ajustement, de la difficulté, des épreuves, des réussites, des succès. Enfin, c'est du vrai, quoi. C'est du vrai, c'est de l'authentique. Donc, moi, j'adore. Merci beaucoup. Merci d'avoir Ah, merci. répondu un grand oui à mon invitation. C'était un plaisir, cet échange. Si toi aussi, maman pétillante et inspirante, t'as aimé cet échange, ben, tu cliques sur pouce sur cœur, tu partages l'inspiration. Voilà, il en faut pour tout le monde. Tu partages qui pourra être inspiré aussi par ce message. Pour ceux qui veulent te suivre, Véronique, comment on fait pour te trouver? Maman très spirituelle. Ok, Un peu mamantrespirelle.com, c'est partout, le blog. il y a YouTube et puis Facebook et le site. Ok, je mettrai les Le mieux, c'est liens. encore ma newsletter sur mon site, mais voilà. Ça marche. Je Je mettrai suis tous pas les sur liens. d'autres réseaux. Je mettrai tous les liens sous la vidéo, comme ça on pourra te retrouver facilement. Et puis, si vous voulez en savoir un peu plus sur mon univers à moi, il y a mon site marinecarvela.com et mon groupe Facebook Maman pétillante et inspirante. Voilà, donc si tu as envie que je t'aide à goûter à plus de joie en famille, à devenir un modèle inspirant pour ton enfant, sans culpabilité négative. Voilà, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'explications supplémentaires pour être la maman de cet enfant spécial que tu as peut-être, spécial mais merveilleux, unique aussi, je suis là. Tu peux découvrir mon univers sur mon site. Donc, c'était Véronique Morinière du blog mamantrespirituelle.com et Marine Carvela. On se retrouve bientôt. Puis d'ici là, aime, ose, incarne et amuse-toi. Ciao! Bye bye.